bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Talk to BC. Je suis Brian, vous commencez à me connaître. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter, ça nous aide à grandir, ça fait plaisir et surtout c'est gratuit. On continue notre petite série consacrée au basket avec un joueur, pas suisse du tout, qui joue à l'étranger à très très haut niveau, donc Mike Kessens. Originaire de Nyon, si je ne me trompe pas. Je vais le laisser lui se présenter. Mike, comme je dis tout le temps, merci d'avoir accepté notre invitation, de partager avec nous un moment, surtout parler de basket un peu étranger. On va sortir un peu de notre basket suisse, pardon. En quelques mots, qui est Mike? En quelques mots, putain. Déjà, merci pour l'invite, ça fait plaisir. Parler de basket, ça fait toujours plaisir, surtout en Suisse. C'est un peu de pousser le sport un peu plus. Je pense qu'il y a toujours un peu plus de potentiel et parler avec des gars qui connaissent le game, etc., ça fait toujours plaisir. Donc, de nouveau, merci beaucoup et pour l'invite. Et qui est Mike Kessens? Ça, c'est une bonne question. Non, j'ai grandi à Nyon, je suis né à Genève. Je suis parti assez tôt au centre de formation en France. Je joue aux États-Unis. Et là, ça fait 6 ans, 7 ans que je joue en Allemagne. Donc, j'ai le passeport allemand. Mais la maison, c'est ici. Et dès que je peux rentrer, je rentre. Tu es originaire d'où? Ma mère est allemande. Ok. Mon père est somalien. Mais ils se sont rencontrés ici à Genève. Et c'est pour ça que je suis né ici, j'ai grandi ici. Ok, donc à Nyon, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Tu commences le basket à quel âge? J'ai commencé tard, je fais du foot jusqu'à 16 ans et demi. Et ok. Ouais, j'ai commencé le basket vraiment tard. Et t'étais bon au foot ou pas? Non. Mais bon, pour faire du foot jusqu'à 17 ans, c'est qu'il y avait un truc, ou c'est juste parce que t'étais grand et... Je me suis dit, t'as dit un moyen si je force, mais non, tu vois, j'ai vite rendu compte que c'était un hobby et c'est tout, quoi. Et le basket aussi, hein, c'était jamais... Les gars, stop. Bon de... En faisant le temps, là, au micro, on entend ça, mec. Vous êtes quand ou quoi, mec? Les gars, je vais vous virer d'ici, hein. Continue. Non, le foot, c'était un hobby. Le basket aussi, à la base, c'était un hobby, mais j'avais un peu marre du foot. Et j'étais un peu plus grand que les autres, plus grand que la moyenne. Donc c'était comment à Nyon, là, quand tu as commencé le basket? C'était BBC. J'ai fait une année cadet, une année junior. Les juniors, ils venaient de faire champion suisse. Et le coach avec lequel j'ai commencé le basket, c'était Pierre Badan. Ok. Et lui, il m'a un peu appris les b.a.-ba du basket, quoi. C'était vraiment cool. Et ouais, j'ai même pas fait un an au BBC Nyon. Hein. J'ai fait de septembre à je sais pas, avril, mai, là, juin. Ok. Et après, j'ai fait un camp en France, à Cholet. C'est le club qui organise un grand camp l'été, etc. T'es juste inscrit ou c'est quelqu'un qui est venu te chercher pour participer? Non, j'ai juste inscrit avec un pote, Simon Rieu, qui à l'époque jouait avec moi. Et on voulait juste faire un camp de basket, quoi. Okay. Et ce camp-là nous a été recommandé. Et au final, on est allé là-bas. Et puis après une semaine là-bas, le dirigeant du centre de formation m'a demandé si j'étais intéressé à intégrer le centre de formation 2 semaines plus tard, quoi, à la rentrée. Okay. Et j'ai rapidement, avec ma mère. Il n'y a pas eu de problème justement avec tes parents de partir dans un autre pays tout seul? Tant que j'étais encore à l'école, tant que je concentrais là-dessus aussi et pas que le basket, il n'y a pas de souci. Et le cadre, il était comment là-bas? En France? Ouais. C'est vraiment un autre niveau que la Suisse. Ouais, surtout que Cholet, c'est un centre de formation très réputé, qui a investi là-dedans, qui a des joueurs talentueux, qui a un staff talentueux, qui a un flair pour trouver les jeunes et pour développer des jeunes. Et ça, c'est aussi... j'ai eu de la chance, je suis tombé là-bas. J'ai eu de la chance d'avoir été au bon moment, au bon endroit. C'est pas donné à tout le monde. Et si j'étais pas parti là-bas, je serais pas où je serais aujourd'hui. Ah ouais? Ah, carrément, c'est le centre de formation qui a fait que... Ouais. Et ok. À cet âge-là, t'avais quel âge? Je suis parti 17? Je suis parti à 17, ouais. C'était pas un choc pour toi quand t'es arrivé d'être tout seul dans un centre de formation avec une mentalité différente en France? Je sais que moi, je détestais au début. Ah ouais? J'ai détesté. Surtout que je suis parti ici, j'étais au gymnase. Et j'avais tous mes potes, j'avais tout, Et je suis parti en France et c'était en mode je connais personne, j'ai pas mes potes, c'est la compétition de ouf. C'est genre moi, je suis arrivé là-bas avec la même mentalité que j'avais ici. Pour moi, le basket, pour m'amuser, c'est un hobby. C'est le plaisir. Tous les gars dans le centre de formation, ils sont là genre moi je veux devenir pro. Bah oui. Et moi, c'était pas du tout ça. C'était genre
je suis là et je vois comment ça se passe. Et si je kiffe, je kiffe. Si je kiffe pas, je kiffe pas. Donc après, tu vois, les 2-3 premiers mois, c'était vraiment dur pour moi. J'avais envie de me barrer. C'était genre, je fais encore jusqu'à Noël. Après, je me Et qu'est-ce barre. qui a fait que tu as chopé la mentalité de là-bas? Bah, ma daronne, elle m'a forcé à rester déjà. Ok. Elle m'a dit, t'as commencé un truc, tu le finis. Ouais. Et ensuite, ben, t'es un peu forcé, quoi. C'est où tu te bats et tu développes ta mentalité. T'as un orgueil, t'as une volonté. Ou alors, tu te fais marcher dessus et tu te fais virer de toute façon, quoi. Ok. Et c'est pas facile à 17 ans, même si c'est la France et que je parle français, c'est quand même un autre pays, une autre mentalité, une autre culture. C'est ça qui était chaud un peu aussi. Tout arrivait si vite, tout était nouveau. C'est le même niveau basket, je veux dire, ça faisait même pas un an Mais que je jouais au justement, moi, je me dis, basket, tu es parti là-bas à 17, enfin, 16-17 ans d'ici. ouais. Tu intègres un centre de formation que tu dis qui est réputé vraiment pour être un des meilleurs. Ouais. Et tu arrives là-bas, et puis bah, grâce à Bess, moi, je sais que tu as côtoyé des joueurs juste incroyables maintenant, des Colo, Ouais. Rodrigue Bourbois, etc. Ouais. Comment ils t'ont vu, toi, quand tu es arrivé là-bas, ces joueurs-là? Est-ce qu'ils ont Ouais, dit, moi, mais c'est le petit Suisse, Ouais, c'est non, quoi c'était ça? Ouais, c'était ça. C'est le Suisse. Ils avaient jamais vu il n'y avait jamais de Suisse qui était au centre de formation avant moi. Et, non, c'était. Mais vraiment cool, hein. J'ai pas eu de soucis. C'était. Le gars, vraiment tous cool, quoi. Il y a pas de. Comme j'ai dit, il y avait de la compète, mais c'était jamais malsain. Mm. De temps en temps, entre certains joueurs, ouais, mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec personne là-bas. C'était. Maintenant, je suis plus âgé et je, je repense à l'expérience. Je me dis, heureusement que je l'ai fait, tu vois. Mm. Plein de cas comme moi, je voulais faire à un moment donné, ou ne l'aurais même pas fait parce que tu sors de ta zone de confort un peu. Et tu étais en dessous au niveau le niveau quand tu arrives. Est-ce que tu étais un peu, par rapport à eux, par rapport aux autres, est-ce que tu étais un peu en retard ou franchement non? Non? Enfin, quand j'étais jeune, enfin moi j'ai jamais le truc. Moi des fois c'est malsain, mais j'aime pas ne pas être capable. J'aime pas quand les gens me disent ah, t'arrives pas, t'es pas assez bon, t'arriveras pas, etc. Et ça c'est un peu le truc qui m'a sauvé là-bas, c'est que les gars qui étaient avec moi, qui étaient censés être les futurs pros, etc. J'ai jamais pensé qu'ils étaient meilleurs que moi, tu vois. Mhm. J'ai juste voulu prouver que j'étais aussi bon, même peut-être plus bon. Et après, tu as cette mentalité et c'est au jour le jour, quoi. Tu as fait 4 ans là-bas, non? J'ai fait 4 ans là-bas, ouais. Et normalement, bah, après, on signe pro. Ouais. Pourquoi toi, tu n'as pas signé pro en France à ce moment-là? J'étais pas prêt. Déjà, après 2 ans là-bas, de nouveau, j'étais dans la même mentalité où je voulais me barrer de nouveau parce que je voyais pas de développement. Moi, je voulais absolument intégrer groupe pro. Mhm. Voilà, Et tu n'as pas eu de proposition quand tu as fini tes 4 années? quand j'ai fait mes 4 années, ouais. Et au final, j'avais même des propositions après ma 3e année. Et université aux États-Unis et Pro B en France. Ok. Mais je voulais pas le faire parce que je voulais choper le statut JFL. Ok. Et pour choper le statut JFL, tu dois être dans un mouvement jeunesse Mhm. pendant 4 ans avant l'âge de 21 ans. Ok. Et donc ma dernière année espoir, je l'ai faite parce que ça me permettait d'obtenir D'avoir, ce statut qui, au final, s'avère être important seulement maintenant, 11 ans plus tard, tu vois. Mhm. Mais ouais, j'ai eu des offres quand j'ai fini ma 4e année là-bas, mais c'était jamais. Et à ce moment-là, tu travaillais déjà avec un agent ou Ouais, j'avais bon, maintenant, on peut le dire, mais ouais, à l'époque, j'avais déjà un agent qui, par le biais duquel j'ai aussi eu l'animation moins de 20 en équipe allemande. Ok. Et ça m'a beaucoup aidé avec ma confiance aussi, de voir que le travail paie, etc. Et ça, c'était après, à la fin de ma 3e année. À la fin de ma 4e année, bah justement, j'avais choisi, ok, est-ce que je pars en pro? J'ai fait aussi des essais. J'ai fait des essais en Allemagne, j'ai fait des essais en France. Mais je ne me sentais pas prêt pour le monde professionnel. C'est toujours le même agent que tu as maintenant? Non, j'ai changé Ok. 2-3 fois. Et puis, à cette époque-là, bah, c'est quoi, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière? Ouais, 2012, 2011. Ouais, 10 ans en arrière à peu près. Ouais. C'était quoi les conditions? Un agent qui te contacte, parce que voilà, nous, je pense que c'est bien pour les gens qui regardent la vidéo de comprendre aussi. Un agent qui te contacte, tu signes un contrat, ça se passe comment? Il prend 10-20% de ton salaire. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà un salaire? Tu vois, au centre de formation, qu'est-ce qu'il vous donnait? Moi, j'avais ce qu'ils appellent un contrat stagiaire pro. Tu reçois, je sais pas, même pas 1000 balles, quoi. 500 euros, quoi, un truc comme voilà. Quand tu as un agent FIBA, bah, comment ça se passe? C'est que
ton argent à toi, tu le touches à 100%. Et le club doit payer 10% de ton salaire annuel Ok. à l'agent. Ok, donc eux, ils se débrouillent entre eux, entre voilà, guillemets. Et donc toi, en tu gros, touches le l'argent. club paye 110%, mais il n'y a rien qui sort de ta poche. En NBA, c'est différent. C'est 3 à 5%. Mais c'est le joueur qui paye l'agent direct, L'argent. donc ça sort de sa poche. Ok. Donc, tu fais les 4 ans. Après, tu as des offres un peu partout. Et tu décides d'aller aux États-Unis. Voilà, Parce que tu ne te exactement. sentais pas prêt ou parce que tu te dis les États-Unis, la formation, la NBA, Ouais. le truc, tu vois. Parce qu'il y a ça aussi, il faut dire ce qui est. Tu vois, nous, quand on est Non, jeunes, en fait, moi, j'avais le seul. Mon idée, c'était le seul avantage ou le seul truc qui différencie la NCAA dans ma situation, hein, aux États-Unis ou d'aller pro, c'est l'argent. Mhm. J'aurais gagné de l'argent, aux États-Unis, pas d'argent. Le niveau de basket, je pense, ça se vaut. Ok. Et pour moi, au final, ce qui a fait la différence, c'était je me sentais pas prêt de partir pro, j'avais pas envie. J'avais pas envie de jouer pro encore. Et le côté de l'expérience universitaire américaine et de le rêve américain, le basket américain, la culture, etc. De faire ça en gros gratuitement, quoi, parce que tu as une bourse. Ouais. Et au final, c'est un peu ça qui m'a. La différence était grande quand tu es arrivé là-bas? Ouais, c'est un basket complètement différent. Ah ouais? Ouais, complètement différent. Et c'est basé beaucoup plus sur l'athléticisme. Ok. Ça Le réfléchit pas basket en trop. soi, voilà, exactement. C'est très. En université, par exemple, c'est très carré. On fait ce système et ça marche comme ça. Tu n'as pas beaucoup de liberté. Ok. C'est pas facile non plus. Il faut s'adapter. De nouveau, la même chose qui m'est arrivée en France, ça m'est pas arrivé là-bas. La seule différence, c'est que les États-Unis, je kiffais, quoi, dès le départ. Ok. Et non, c'était vraiment bien. C'était pas facile non plus. J'ai eu 2-3 moments aussi difficiles. Mais une fois que tu as un moment difficile et que tu persévères, les prochains moments. T'as fait, pardon, t'as fait 3 universités différentes, si je me trompe pas? Ouais, je fais 3 universités. Est-ce que je me pose la question, bon, tu étais jeune évidemment, mais Nyon, tu es parti après 6 mois, après 4 mois. Ouais. La France, tu m'as dit qu'après 2 ans, tu voulais aussi partir. Ouais. Finalement, tu es resté 4 ans. Après, ta mère t'a dit, t'as pas ta mère, mais quand tu commences quelque chose, tu dois le finir. Ouais. Les États-Unis, au début, c'est Alabama? Non, Longwood. Ok. Tu fais une année, après tu changes et après tu rechanges. Ouais. Est-ce que c'est pas toi, entre guillemets, pas le problème parce que tu es pro, tu joues en Allemagne, un des championnats les plus relevés d'Europe. Mhm. Mais comment ça se fait qu'il y a eu autant de changement. j'essaye. En fait, si tu veux, ma première université, c'est Longwood University, c'est en Virginie. C'est une toute petite uni qui joue dans une toute petite conférence. Et 4000 étudiants, donc un truc tout petit, paumé à la campagne. Mais c'était vraiment cool parce que j'étais un des go-to guys, Ok. direct dès ma première année. Le truc, c'est que dans l'équipe même, je pense on était 12 joueurs, dont 11 n'ont pas une bourse. Mais je pense que des 11 qui ont une bourse, il y en a peut-être 5 qui avaient le niveau D1. Tu vois. Ok. Et parce que c'est dur pour le coach de recruter des joueurs bons qui veulent aller là-bas. Parce que, C'est une petite université voilà, et tout. Et donc, on a galéré. On n'a pas gagné beaucoup de Vous n'avez pas gagné de match. On a gagné peut-être, je sais pas, 10 matchs sur 30, tu vois. C'était dur. Mais j'ai kiffé de ouf, tu vois. Je m'entendais bien avec les joueurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la saison, ils ont viré le coach. Qui t'avait. Enfin, Qui voilà. m'a amené, exactement. Ouais. Et ce coach-là, moi, j'avais trop de respect pour lui. Et quand ils l'ont viré, moi, ayant eu une superbe année, freshman, je lui ai dit, écoute, vas-y, s'il te vire, je me barre. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis rentré dans le transfer portal, comme ils appellent ça, et j'ai choisi Alabama, qui est une université complètement différente. C'est la SEC, une des meilleures conférences. Ok. Niveau au-dessus et tout. Ouais, aussi, mais surtout au niveau basket. C'est une toute autre ligue. Niveau budget, les infrastructures, c'est une dinguerie. Et je suis parti là-bas. Et j'ai ma première année, je ne pouvais pas jouer parce que j'étais redshirt. Donc, en gros, quand tu changes d'université, tu peux pas. Tu dois, en gros, attendre un an. Tu as un an de suspension. Des pénalités, entre guillemets, parce que tu as changé d'université. C'est toujours comme ça maintenant? Ça a changé. Dans certains cas, c'est plus le cas, mais c'est plus. Ils sont plus relax, ils sont plus calmes. Ok. C'est quoi la différence entre la petite université où tu commences, où tu es le gars de l'université, tu changes, tu vas dans une beaucoup plus grande, avec un budget beaucoup plus important, avec des infrastructures juste incroyables, je pense.
en tant que joueur, comment est-ce que toi tu l'as vu à ce moment-là? C'était quoi les changements? C'est quoi la différence? Ben, le niveau de l'équipe, la qualité des joueurs est beaucoup plus haute. Tu as beaucoup plus de compètes à chaque poste. De nouveau, un peu le même truc que j'ai vécu en France, quoi. Chacun va montrer que c'est lui le starter, que c'est lui qui mérite les minutes, etc. Et là, presque déjà un niveau malsain, tu sais. Ouais, là, ça se cogne, Ouais, ça joue sale un petit peu, quoi. Voilà, donc tu vois des fois que c'est personnel, tu vois. C'est Ok. jamais... Et ça, c'était une des plus grosses différences. Et la deuxième, c'était les attentes générales. Ma première uni, c'était 4000 étudiants. Les gens, ils s'en foutaient un peu. Ouais, tranquille. Et là, on était à 50 000. Tu as un stade de 15 000 places qui est rempli à chaque match. Ouais. Tu as des gens qui te follow, qui savent qui t'es. Tu vois, et c'est pas... Ça monte pas à la tête, ça? Certaines personnes, ouais. Moi, ça va. J'ai pas trop eu de problème avec ça. Mais de nouveau, donc ma première année, j'ai dû faire. J'étais redshirt. Et ma deuxième année, j'ai joué. Et mon coach qui m'a fait venir là-bas, c'était sa 5e année, je crois. Viré. Et après la première année, il s'est viré. Ok. Et donc moi, je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais pas me barrer de nouveau, il faut que je reste. T'as un nouveau coach qui vient. Et tu veux pas? C'est un nouveau coach, il veut ses gars à lui. Ouais, il veut ses gars à lui, Ouais, c'est un peu normal. comme Ça que fait partie du marche, truc. C'est Ouais. la même chose dans le monde professionnel. Je joue quand même, parce que la première année, il n'a pas réussi à faire les gars qu'il voulait. Et donc, après ma 3e année à Alabama, je vois, voilà, le gars il va faire venir ses joueurs. Ça sert à rien que je reste. Surtout que c'était là, je me disais, ok, je vais être pro, tu vois. Ouais. Donc, ma dernière année à l'université, il faut que j'aille quelque part où je vais jouer. Ouais. Je peux montrer mon jeu. Ouais, comme ça, tu peux après. Je peux m'exprimer. Et mon coach de ma première université, qui s'était fait virer, il était assistant dans une nouvelle université à cette époque-là. Et c'est pour ça que j'ai transféré de nouveau une 3e fois et que je l'ai rejoint à l'université où il était lui, quoi, qui était FIU, c'était à Miami. Tu sais, pour les personnes qui ne savent pas, pour les joueurs qui ne savent pas, pour les jeunes qui ne connaissent pas, ils ont ce rêve d'aller jouer aux États-Unis. Ouais. Évidemment, moi, je pense qu'ils ont quand même pas mal d'années d'avance sur tout ce qui est infrastructure, entraînement, développement, etc. Ça, c'est que mon avis. Comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que ça se passe pour un joueur ou un jeune à cette époque-là qui a une bourse d'études, qui arrive là-bas dans un campus, je pense? Tu te gérais comment? Bah moi, j'avais de la chance, j'étais un peu plus âgé. Quand j'avais fait mes 4 ans en France, tu as des gars qui arrivent à l'université, ils ont 17 ans, tu vois. Ok. Et ça, c'est chaud parce que c'est un nouveau monde. C'est pour un Européen, ce qui est encore plus différent, c'est que c'est un choc culturel. Les Américains, ils sont complètement différents. Oui, c'est notre truc. Après, le truc qui est cool, c'est que tu es à l'université, tu es qu'avec des gens de ton âge qui sont un peu dans le même délire que toi. Ouais. Et ça aide énormément parce que tu vois des autres gars qui ont les mêmes soucis que toi. Donc, ça aide énormément. Les Américains, surtout à l'université, ils sont très soudés un peu. Très souriants, ils sont très. Ils veulent aider, quoi, dès qu'ils peuvent. Surtout quand tu es le petit Européen, tu vois, ils kiffent. Donc, non, c'était difficile, mais c'était pas insurmontable. Tu finis là-bas, tu passes pro. C'était quoi ton premier club? Bremerhaven. En Allemagne? En Allemagne. C'était comment ta première expérience? C'était chaud. Ah ouais? Pourquoi? T'avais pas le niveau ou c'est quoi? Non. Non, pas une question de niveau? Non, même pas. C'était un club qui avait fini 12e ou 10e la saison d'avant. Et ils avaient l'équipe comme ils l'avaient construite, c'était une équipe très inexpérimentée. Talentueuse, individuellement, talentueuse, mais très inexpérimentée au niveau de la BBL. Je crois qu'il n'y avait qu'un joueur qui avait déjà fait une saison entière. Et donc, c'était des gars qui venaient d'autres pays, etc. C'était un peu. T'as pu jouer? Moi, j'ai joué, ouais. J'ai joué 15-20 minutes par match. J'ai bien joué aussi individuellement pour une première année. Mais on a failli se faire reléguer. On s'est sauvé la dernière journée. Oh putain. Et première année, cash, de jouer la relégation, c'est dur. Ouais. Parce que c'est un stress journalier, c'est chiant, quoi. Surtout la première année, tu n'as pas d'expérience, quoi. Tu ne sais pas à quoi t'attendre et tu es cash dans le dur. Ça, c'était le challenge, je pense. Après, comme j'ai dit, on avait des bons gars dans l'équipe, on avait du talent, mais c'est juste qu'on ne savait pas comment gagner.
T'as retenu de quoi ça? Ça t'a aidé pour la suite? Ouais, de ouf. Je me suis dit plus jamais la relégation. Ouais, mais après, des fois, tu peux pas Non, tenir, des fois, tu peux pas, mais ça te prépare quand même quand tu vois les tranchées comme ça dès la première année. T'as fait une seule année, enfin, J'ai fait une seule saison? ouais. Après, je suis allé à Fechta, qui était une équipe qui, à l'époque où j'ai changé, venait d'être promue, Ok. mais qui avait un nouveau coach. Et en gros, le projet me plaisait. Moi, je voulais me barrer de Bremerhaven, ma première équipe, parce que j'aimais pas non plus le front office, comment ils faisaient les choses. C'était très. C'était Ouais, un peu aléatoire. ouais, Ouais. c'était pas mon. Je sais pas, c'était un peu. Comment t'appelles ça mauvaise foi, Un peu malsain. négatif, tu sais. Ouais. Et Fechta, une équipe promue qui, en gros, nous, on vient juste de sauver de justesse. Mhm. Eux, ils sont promus, donc moi, je me dis, ok, c'est pas une grande différence. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Et Fechta, qui est une équipe très, très professionnelle, qui est dans une petite ville, mais c'est une petite ville qui vit le basket. Mhm. Et donc, avec un nouveau coach qui a beaucoup approuvé. Et, en gros, ça s'est fait assez rapidement. Et j'ai joué là-bas 2 ans. On a fait une saison de fou la première année. On a fini 4e. Ah, ok. Ouais. On a été en demi-finale des playoffs. On s'est qualifié pour la Champions League la saison suivante. On a pu jouer à la Champions League. Ça aussi, c'était un truc de fou parce que, de nouveau, ce que moi j'avais kiffé, j'avais des offres d'autres clubs dans la ligue à l'intersaison, mais moi je voulais absolument rester parce que on avait mérité de jouer la Champions League. Et moi je voulais rester avec les mêmes gars ou le gars le plus possible de gars de jouer la Champions League, quoi. C'est quoi la différence de. Tu joues la saison d'avant la relégation, là tu montes avec une équipe, enfin tu signes avec une équipe qui vient de monter, vous faites une saison incroyable, la saison d'après vous qualifiez pour la Champions League. Ouais. En Champions League ou en Allemagne en général, est-ce que le niveau change? Est-ce que les choses sont différentes? Est-ce que tu as eu besoin dans ton adaptation ou le niveau, franchement, tu étais là, tu étais présent, tu étais prêt, tout ce que tu as travaillé auparavant, ça t'a servi justement pour être qui tu es aujourd'hui? C'est une bonne question. Dans le monde pro, je pense que le truc le plus important, c'est d'avoir une équipe qui est structurée, qui a une idée de comment elle veut jouer. Ça, c'est, je pense, souvent le taf du coach. Mhm. Ensuite, de trouver des joueurs qui peuvent jouer les rôles requis dans ce système. Mhm. Et ensuite, les joueurs, c'est aussi aux joueurs d'accepter leur rôle. C'est pas souvent facile, ça, souvent la difficulté, c'est que tu as des gars qui veulent plus que ce qu'on leur donne. Et dans les équipes où j'ai joué, où j'avais beaucoup de joueurs comme ça, qui disaient non, moi je suis un shooter à 3 points, il faut que je shoote. Alors non, pas vraiment. Ouais. Je suis un meneur, alors que non, tu es un 2-3, tu n'es pas vraiment un meneur, Ouais. tu vois. Mais les gars qui acceptent pas, ou quand il y a beaucoup de joueurs dans une équipe qui acceptent pas, et que le coach il met pas les, comment tu dis ça, les points sur les et qui adresse pas ce genre de situation, là tu vas avoir des problèmes. Okay. Parce que tu vas avoir des problèmes de fonctionnement, des problèmes d'identité, etc. Et dans les équipes où pour moi ça marchait bien, chacun accepte le rôle qu'il a, donne tout ce qu'il a dans ce rôle, et c'est ça en fait qui fait que tu gagnes. Et à partir du moment où tu gagnes, à partir du moment où le collectif il gagne, tout le monde va bénéficier de ça. T'as fait quoi, 2 saisons là-bas? Et c'est après que tu signes à Francfort après. Ah ok, c'est pas après, tout de suite après non, que tu as... Non, je suis allé après, il y avait le Covid. Et Covid, c'était relou parce que tous les clubs signaient les joueurs au rabais. Ouais, bah. Tu vois. Enfin, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer. Ouais, bah ici, on a failli perdre le basket simplement en Suisse. On a failli se retrouver sans basket. Non, mais donc, fallait un peu... on va dire ça comme ça, je suis allé à Francfort, pas forcément parce que c'était mon premier choix, mais parce que c'est la meilleure situation, entre guillemets. La meilleure situation parce que je savais que j'allais jouer là-bas. Ok. Et puis, pour moi, ça, c'est toujours le plus important, c'est de jouer. L'expérience de il faut dire que cette année, avec ton club, Bonn, vous avez gagné la Champions League. Ouais. C'est comment? C'est déjà, le bonus que tu as touché là pour avoir soulevé la coupe. Ouais, Mais non, franchement, l'expérience, c'est comment? Il était doux le bonus. Non, l'expérience, c'était un truc de fou. Enfin, même maintenant, là, on a gagné je crois que c'était le 14 mai, la finale. Donc, ça fait 6 semaines. Et je réalise pas encore. Ah ouais? À ce point-là?
Je pense que ça va être genre dans 1 an, 2 ans. Tu vas voir, putain. Quand tu vois comme tout le monde galère à gagner quoi que ce soit, hein, Ouais, bah oui. dans ce cas-là, Champions League, que je vais me dire, ah putain, non, c'était vraiment un truc de ouf. Ce qui me fait kiffer de fou, c'est qu'on l'a fait en tant que collectif. Aucun des gars dans l'équipe était venu en mode superstar. Moi, je me rappelle quand ils ont fait le tirage des groupes pour la Champions League et on est tombé avec Athènes, Karşıyaka, l'équipe turque, et avec Reggio Emilia. Les gens ils disaient, ah, c'est bon, bonne dernière. Passez pas, ouais. On va pas passer le tour, etc. Les seuls qui pensaient pas ça, et c'est con, hein, enfin, si tu me crois ou tu me crois pas, mais nous, dès le début, on savait qu'on avait une chance, juste parce que notre équipe, elle fonctionnait tellement bien. Et tout le monde était prêt à faire ce qu'il fallait pour gagner, même si ce n'était pas le truc qu'ils voulaient faire. Comment tu gères la pression à ce niveau de basketteur professionnel? Vous jouez à la finale avec quoi, 5000 personnes là-bas? 11 000. Ouais. 11 000 personnes, tu fais un mauvais match, on le connaît tous, on est des sportifs. Ouais. Je suis pas bon, il faut que peut-être que... Ouais. Des fois même on pense à arrêter alors que c'est juste un match. Ouais. Tu fais un bon match, je suis le meilleur joueur du monde. Ouais. Comment on gère ça à ce niveau? Tu gères ça, je pense que c'est un travail mental. Moi, je suis quelqu'un qui, je pense, sous-estimait le côté mental du sport professionnel pendant longtemps. Et là, ça fait 4 ans bientôt, je travaille avec un coach mental qui m'aide dans des aspects divers. Hein. Je dis maintenant, on parle du basket, mais je parle aussi de la vie privée avec lui. Ouais. Souvent, la vie privée, ça a aussi un impact sur le basket. Le basket a un impact sur la vie privée. Ouais. Donc, il y a plein de trucs... que mentalement il faut savoir gérer et il faut savoir être prêt et il faut savoir négocier quoi. Et dans les moments où tout va bien c'est facile de plus se sentir pissé et dans les moments où tout va mal, moi je l'ai eu aussi où j'ai envie d'arrêter le basket, c'est pas fun. Et pour moi mon expérience c'est de trouver un juste milieu, peu importe comment ça va, si je joue bien, je joue mal, d'essayer de rester au milieu, de rester focus sur le plan longue durée, que ce soit le plan d'une saison ou le plan d'une carrière, peu importe, chacun fait ça comme il veut, un truc long terme, un truc court terme, mais vraiment de rester focus sur le truc le plus important. Tu es né en Suisse, tu es né à Nyon, tu joues en Allemagne, tu as décidé de jouer pour l'équipe nationale allemande, tu as décidé, enfin, moi je le traduis comme ça. Comment tu vois, depuis là-bas, le basket suisse, en général, t'en penses quoi? Le basket suisse, pour moi, il y a du talent en Suisse comme partout, mais la Fédé ou la Ligue, je trouve, pourrait faire un meilleur taf. Dans quel domaine? Dans le domaine du développement, dans le domaine de la médiatisation. Mais ça, c'est le sport en Suisse, quoi. C'est dur parce que dans la plupart des pays où le sport a un rôle majeur, le sport, c'est aussi un ascenseur social. C'est-à-dire, si je suis en France et j'arrive à devenir joueur professionnel au foot, je vais avoir un salaire 1000 fois meilleur que si j'avais un taf basique. En Suisse, si j'ai un taf basique, je gagne bien ma vie, j'ai ma maison, je stress up, j'ai pas de soucis à me faire. Et ça, c'est genre même pas un gars qui a un travail de malade, quoi. Ça, c'est un truc, tu fais un gymnase. McDo. Ouais, voilà, tu peux. Et je pense que parce que le basket ou le sport en général en Suisse, c'est pas vraiment un ascenseur social, les gens. En fait, moi, je pense que c'est excuse-moi de te couper. Le basket ici, c'est le sport du pauvre, tu sais. Ouais. C'est le sport où un sport de teco. Voilà, ouais. Tu as envie de te défouler, va faire du basket, quoi. Ouais. Et puis après, je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois ici, que au niveau de la culture ou de la mentalité, on se dit pas si par le sport, par le basket, n'importe quel sport, on peut s'en sortir aussi. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on te force, on t'éduque de la manière que tu dois aller à l'école, à l'université pour réussir. Et il n'y a pas que ça. Mais bon, voilà, ça a toujours été comme ça. Je pense que notre sport ici en Suisse en tout cas, le basket va toujours être comme ça tant que on ne prenne pas la chose par le bon bout et on essaie de l'améliorer. Je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, je suis parti de Suisse en 2008, je crois. En 2023, 15 ans plus tard, ça n'a pas vraiment changé, quoi. Ah, toi, tu le vois comme ça? Ça a changé un petit peu, mais je pense qu'il aurait pu y avoir des développements beaucoup plus grands.
On verra comment ça se passe. Là, je viens de voir le centre Suisse Basket. Là. Ça, c'est un truc vraiment bien. Peut-être que c'est un peu déjà trop tard. On aurait dû avoir ça il y a peut-être 10 ans en Suisse. Mais mieux vaut tard que jamais. Je pense que c'est jamais trop tard pour changer. C'est jamais trop tard pour lancer un mouvement qui peut aider le basket suisse. T'as des potes qui jouent pro ici, en Suisse ou c'est un peu, non? Comme j'ai joué que même pas 8-9 mois. Genre les Varidel, les gars comme ça. Ouais, Varidel, je le connais. C'est une connaissance. Maintenant, ça va piquer ça. Putain, on va me couper mon podcast, mec. Je vais avoir des problèmes. Tu joues pour l'équipe d'Allemagne? Ouais. Équipe suisse? Ouais. Pourquoi? Non, c'est où ça a bugué à un moment, je sais pas. Il doit y avoir un bug quelque part. Mike, un joueur majeur du championnat d'Allemagne depuis quelques années. Ici, on n'a pas beaucoup de joueurs de qualité. Ouais. Voilà, on est 10, 12, 13. Un gars comme toi, on ne peut pas s'en passer. Comme un gars comme moi, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi tu ne joues pas pour l'équipe nationale? J'ai pas le papier. T'as pas le passeport comme moi? Ça a commencé jeune, hein, à partir du moment où je suis parti en France. Je sais pas, l'équipe suisse aurait pu me contacter. Et quand tu es jeune, naturalisé, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, bien évidemment, à partir du moment où je commençais à bien jouer, je commençais un peu à faire parler de moi, là, ils sont un peu revenus, mais en mode genre, ouais, est-ce que tu es suisse? Non, ok. De rien. Ah ouais, t'es suisse, non, ok. Bonne continuation. Si un jour tu te fais naturaliser, tu nous rappelles. Tu vois, ok. De nouveau, je m'attendais pas à un processus accéléré ou de naturalisation. Juste de l'aide, ouais. Voilà, mais je m'attendais un peu à de l'aide parce qu'au niveau administratif, il y avait 2-3 trucs à gérer. 2-3 trucs à gérer, surtout que la naturalisation, je voulais la faire n'ayant pas habité en Suisse ou au moment de vouloir faire cette naturalisation, j'étais en Allemagne. Et ça, ça a bloqué. Ça a bloqué le truc, quoi. Mais bon... tu regrettes, tu trouves que c'est dommage quand même? Moi, je trouve que c'est dommage parce que même si j'ai pas la nationalité suisse, je suis un Suisse... t'as grandi ici. Ouais. Je suis un Vaudois, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est dommage parce que j'aurais kiffé quand même jouer pour la Suisse. Parce que c'est la maison, c'est chez moi, c'est un pays que j'aimerais bien représenter. Ouais. Mais ensuite, ça s'est fait que voilà, j'ai eu la chance de me faire sélectionner équipe allemande. Et ça, une fois que ça vient, tu peux pas dire non. Tu ne peux pas refuser, je pense que ça doit être compliqué. Et surtout que du côté suisse, ben voilà, quand c'était assez clair et net, il n'y a rien qui va changer. C'est comme ça, mais bon, ça c'est de nouveau. Là, j'ai vu le truc là, avec Fribourg là, et la BCL. Finalement, ils passent. Ouais, finalement, ils ont accepté. Est-ce que quand il y a eu de nouveau 2-3 pépins administratifs, ils n'arrivent même pas à gérer ça. Donc, comment est-ce que tu gères une naturalisation? Moi, je me rappelle, j'avais des potes qui jouaient en équipe U18, U20 suisse, qui ont arrêté le basket à l'âge de 21 ans et à 24 ans, ils reçoivent encore des emails genre tu veux venir faire un try-out pour l'équipe nationale, tu vois. Et ça, c'est non, ça, c'est vrai, ça? Ouais. Il doit y avoir un bug dans les mails automatiques, là. Il y a un truc qui va pas. C'est ça, je pense, tu vois. Ça part tout seul. Bon, non, rigolons pas. Parce que voilà, c'est. Non, mais c'est triste. C'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est triste. Hey, si jamais derrière nous, là, il y a Philippe, Yenga et Bessrat et Melso, si jamais. Ouais. Comme ça, moi, je vais pas tout seul de la merde. Bon, là, j'ai quelques questions où je voudrais que tu me répondes avec un mot ou aller à la limite des fois qu'on sait avec une phrase maximum, ok? Vas-y. Le basket suisse, on va commencer par ça. Potentiel quoi? Potentiel de développement. Je pense que au final, le basket suisse, pour moi, il y a du talent. Il y a des joueurs qui savent jouer, il y a des jeunes qui savent jouer. Il n'y a pas moins de talent qu'un pays de la même taille. Tu regardes, je sais pas, la Serbie, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a plus d'habitants qu'en Suisse? Je ne sais même pas, il faut regarder. Mais ça vit le basket, quoi. Ça vit le basket et c'est notre mentalité. Ils vont tout donner, quoi. C'est juste une question d'infrastructure, c'est une question d'intérêt. C'est dur, hein. C'est le problème éternel, j'ai l'impression, en Suisse.
Obaswan. C'est un vrai. C'est un ancien coéquipier à moi qui joue en Euroleague. D'ailleurs, je vais le voir là, la fin de semaine. Avec qui j'étais dans les tranchées aussi. À Alabama, on était ensemble. On était roommates. Et c'est un frère. Ouais. La Basketball Champions League. Vainqueur. De nouveau, je pense que ça, c'est un truc. Il y a un truc qui peut dépasser ça dans ta tête, là? Bon, après, je sais pas, aller en NBA ou je sais pas, gagner le championnat d'Allemagne, non? Ouais, gagner. Moi, je pense gagner un titre, quoique dans quelques pays que ce soit, ou quelque ligue que ce soit, c'est un truc de fou. Il faut tellement de taf individuel et collectif. Et moi, je pense que le gagner la Champions League, pour moi, c'est le plus gros kiff jusqu'à maintenant. Dieu sait ce qui va venir après ça. Mais j'espère que ça donne envie à plus. Ça donne envie, hein. Ouais. Ça ouvre l'appétit. Exactement. Une fois que tu gagnes un truc, tu as envie de gagner tout le temps, tu vois. Ça, c'est dur aussi parce que tu peux pas tout le temps gagner. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Exactement. Le meilleur entraîneur que tu as eu? Ça, c'est chaud. Le moins pire? Le moins pire. J'en ai eu 2-3 de vraiment bons. Celui que j'ai maintenant, la bonne, Thomas Isalo, coach de l'année en BBL 2 ans de suite, coach de l'année en Champions League. C'est une machine. Il m'a appris énormément et la façon dont il voit le basket, c'est une fois qu'il t'apprend sa façon de voir les choses, tu peux plus changer. Tu vois que ça. Et c'est chaud. Et ensuite, le deuxième que je dirais, je peux en citer d'autres, hein, mais Jean-François Martin, c'était mon coach au centre de formation qui m'a en gros appris à jouer au basket et à qui je dois énormément. Le pire? Le pire, laisse-moi réfléchir à mon coach à l'université, ma dernière année. Ok. C'était quoi? Son nom. Il était nul. Non, de toute façon, il ne va pas voir la vidéo. Il n'est pas connu. Ouais, c'était même pas un bon coach, pas un mauvais coach, mais il n'avait aucune emprise sur l'équipe et c'était le bordel, pas possible. Le pire coéquipier? Jamais eu de mauvais coéquipier. Ah ouais? Il y a toujours un par-ci par-là, il y a toujours un enfoiré, tu vois. Mauvais dans le sens il savait pire, pas jouer non. ou Le pire, genre, tu dis, c'est vraiment une merde, tu vois. Genre, c'est dur, moi je n'ai pas. Ouais. Non, je peux pas. Joker, c'est ça? Je suis sûr qu'il y a un nom qui vient en tête. Mais... le meilleur. Le meilleur? Ça aussi, c'est dur. Laisse-moi réfléchir. Le gars que tu te dis, je pars à la guerre avec lui. Un gars à qui je parle à la guerre. Le capitaine de mon équipe cette année. Ouais. Carsten Tada, c'est un Allemand. Ça fait 16 ans qu'il est pro. Ah, quand même. Et il a que loupé les playoffs une année. C'est un gars, tu lui dis, c'est un soldat. Ah ouais? Ouais. Et lui, c'est... Le pire souvenir que tu as eu du bas, c'est pas sur le meilleur, on le connaît, c'est la victoire en Champions League, je pense. Le pire que tu as eu. J'ai pas envie de revivre ça. Le pire, c'est les blessures. Quelle que soit la blessure. Moi, j'ai déjà eu 2-3 opérations. Et la blessure, peu importe si c'est juste, entre guillemets, une cheville ou un truc qui t'éloigne des terrains pendant 6 mois ou plus, une blessure en soi, c'est le truc à éviter. C'est le truc que je veux éviter à tout prix. Je préfère mal jouer 2 mois de suite que de me blesser. Chaque toi, là, t'es en plein dedans. Et je pense que tu vas être probablement du même avec moi, mais je pense que les blessures que j'ai eues, c'était des trucs... Moi, toutes les blessures que j'ai eues aussi, c'est des trucs chauds, quoi. C'est ma 5e opération, je crois. Donc, c'est pas facile. Ta reconversion pour le basket? C'est une bonne question, ça. Moi, j'ai 32 ans, là, et c'est pas quelque chose qui me trotte dans la tête à H24, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui posent des questions, là, parce qu'ils s'attendent à la fin. Moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est moi, je me sens bien, je kiffe ce que je fais, je suis en bonne forme, il y a encore de l'intérêt pour moi, donc moi, je continue. Et c'est dur quand pour moi, je le vois comme ça. C'est moi, je joue au basket maintenant et je vais tout donner au basket. À partir du moment où je commence à penser à autre chose, donc de planifier autre chose en même temps que je fais le basket,
j'ai plus de bon basket. Ouais. Faire n'importe quoi. C'est ça le début de la fin. Donc, moi, je me dis, je me concentre à fond sur le basket. Après le basket, je me fais pas de soucis. Ça viendra quand ça viendra. Bien sûr, à partir d'un moment, il faut bien organiser les choses. Il faut savoir penser au futur. Mais j'ai pas envie que ça devienne quelque chose qui me distrait de maintenant, quoi. Ok. Une personne que tu voudrais voir assise avec moi discuter, ça serait qui? Christophe Varidel. Ok. Pour parler de basket? Ouais, entre autres. Ok. Le mot de la fin, Mike, qui joue des conneries. Mike, qui est basketteur professionnel depuis beaucoup d'années. Les jeunes qui vont s'identifier à toi. Je pense qu'à Nyon, il y a beaucoup de personnes qui suivent ton histoire par Nyon dans toute la Suisse. Avec cette expérience-là, le titre que tu viens de gagner, qui est juste incroyable, comme tu l'as dit, il serait quoi ce message, ce mot de Mike? Moi, je suis quelqu'un, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément de gars que je connaissais qui étaient plus âgés que moi qui auraient pu me guider. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu la chance que j'ai pris les bonnes décisions au bon moment, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et moi, le truc qui me fait le plus plaisir depuis que je suis au basket professionnel, c'est de pouvoir aider les jeunes qui aimeraient faire la même chose, qui sont curieux, qui veulent savoir comment s'y prendre, qui ont des questions quelconques, que ce soit le basket pur sur le terrain, ou que ce soit l'approche mentale, ou que ce soit les façons de pouvoir s'améliorer dans le game. Et moi, je suis une porte ouverte, quoi. Et ça, c'est pour chaque jeune, plus ou moins jeune. Moi, je m'en fous. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile d'entrer en contact avec des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive plus ou moins souvent. Des jeunes surtout, qui m'écrivent et qui ont des questions quelconques. Voilà. Et moi, je dis toujours, tu me déranges pas. Envoie-moi des DM, pas de souci, on parle. Et ça, ce serait un peu mon mot de la fin. C'est si quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un est curieux, écrivez-moi, appelez-moi si vous chopez mon numéro. Le monde du basket est petit. Hein. Ouais, tout le monde qui se connaît. Voilà, tout le monde se connaît, quoi. Et de nouveau, c'est pas parce qu'il n'y a pas les infrastructures que c'est pas possible de le faire. Ouais. Et moi, j'ai réussi, certes, c'était du travail, aussi un peu de chance. Mais si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et ça, c'est le mot de la fin. En tout cas, merci. On a parlé pendant presque 50 minutes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ton histoire, le chemin que tu as parcouru pour arriver où tu es. En tout cas, ici en Suisse, on sait, les gens sont plutôt du sens à quand tout va bien, comme tu l'as si bien dit. Ah, c'est trop bien, il est suisse, etc. Mais avant ça, tout le travail qu'il y a eu jusqu'à arriver là-bas, il n'y a personne. Tu vois, on ne t'écrit pas comment est-ce que tu vas, est-ce que tu veux venir jouer pour nous, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu as besoin de quelque chose, on est là. Ça n'existe pas. Par contre, quand on a vu ta photo sur les réseaux sociaux où tu soulèves la coupe, où tu es juste sur le toit du monde à ce moment-là, à notre niveau, entre guillemets, ah là, il y a beaucoup de gens qui écrivent, il y a beaucoup de gens qui veulent être tes copains, il y a beaucoup de gens qui veulent te féliciter, mais des gens qui, auparavant, disaient, mais il ne va pas réussir, mais si, mais il n'est pas bon, etc., etc. Je pense que tu le connais. Donc, cette personne-là, ça va leur permettre aussi de connaître ton histoire. Et voilà, c'était encore une histoire. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine conversation. Ciao.